Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct sur Al24 News pour cette émission spéciale dédiée au dossier sahraoui. Donc à la veille du vote, reporté donc à demain, d'ailleurs, comme on le sait, du Conseil de sécurité sur le renouvellement du mandat de la MINURSO, certaines sources diplomatiques confirment que les membres du Conseil de sécurité ont trouvé un accord sur la rédaction finale du texte sans pour autant parvenir à un consensus complet. Alors qu'est-ce que cela signifie et surtout qu'est-ce que cela implique? Que concocte-t-on aux Sahraouis et surtout à leur droit à l'autodétermination, un droit garanti par la résolution 1514 du Conseil de sécurité de l'ONU lui-même? Le droit international passe en ces jours par des épreuves et par ses pires moments face au droit de la force. Le débat est lancé. Avant d'entamer le débat, donc nous présentons nos invités. Saïd Ariachi, président du comité sahraoui de solidarité avec le peuple sahraoui, le CNASPS. Comité algérien. Comité algérien. Et comment par excellence, Saïd Ariachi. Donc, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Merci à vous. Et bien sûr, Kamel Mansali, directeur de publication du Jeune Indépendant. Kamel Mansali, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Bien sûr, nous rejoindra d'un moment à l'autre, certainement, Selim Djelleb, fondateur du CASO. Pour commencer, alors, que doit-on dire, Kamel Saïd Ariachi, du Conseil de sécurité qui a d'abord la nouvelle, au fait, le vote était attendu aujourd'hui. Tout le monde était un petit peu tenu en haleine. Il s'avère que ça a été reporté à journée. Donc demain, certainement, on aura la décision finale. Saïd Ariachi, pour commencer avec vous, alors, que doit-on penser justement de cette attente de ce vote? Et pourquoi serait-il différent ce vote des autres votes précédents? Ce qu'on doit penser, c'est beaucoup de choses. Laissez-moi vous dire qu'on a tendance à dire que le Conseil de sécurité se réunit pour renouveler le mandat de la MINURSO. Pas uniquement, entre autres, renouveler le mandat de la MINURSO, parce qu'il arrive à échéance chaque fin du mois d'octobre de chaque année, quand le mandat est donné pour 1 an. Et donc, il y a le mandat de la MINURSO et aussi donc le fond du dossier, c'est-à-dire une résolution. C'est précisément ce qu'on attend. La MINURSO n'étant qu'un instrument de la mise en œuvre de la solution. Et donc, ce qu'on attend, j'allais dire, l'accouchement est difficile, très difficile. Comme disent les médecins, il est dystocique. Depuis le 24 octobre, donc beaucoup de consultations entre les membres. D'abord, bien sûr, on a subi le chaud et le froid. Il y a eu cette mouture tout à fait inacceptable, la première du genre, où tout simplement on bypassait l'autodétermination et le référendum. Et on ne parlait que de l'autonomie. Puis évidemment, les négociations entre les membres et les consultations ont fait que les choses ont évolué pour arriver à une version que je crois n'étant pas encore officielle, mais qui est probablement celle qui va être soumise au vote des membres du Conseil de sécurité, et qui, j'allais dire, est un moindre mal, à mon sens. Un moindre mal parce que si l'on met en avant l'autonomie, on n'a pas exclu l'autodétermination, si tant est que l'autodétermination doit être comprise dans le sens où le dit le droit international, c'est-à-dire un référendum d'autodétermination. Parce que là encore, on a assisté à des résolutions du Conseil de sécurité où l'on joue sur les mots, sur la sémantique du texte. Et donc, pour nous, nous prenons l'autodétermination comme étant une référence au référendum d'autodétermination. C'est très important. Et donc, voilà, il faut dire qu'on a échappé probablement, et je le souhaite, au passage en force, c'est-à-dire contre la légalité internationale, telle que cela s'est dessiné. Aujourd'hui, il y a donc cette solution d'autonomie
qu'on dit être une possible base de discussion entre les parties au conflit. Et aussi, il y a donc la référence à l'autodétermination comme étant aussi donc dans la discussion, puisqu'elle a toujours été. Cela demande, je le dis encore une fois, une vigilance pour qu'on puisse échapper à une certaine arnaque. Mais toujours est-il que cela garantit au moins au peuple sahraoui son droit à être consulté en ce qui concerne son avenir. Je crois que la proposition d'autonomie qu'on présente comme étant un réalisme politique, ça n'en est pas un, c'est un habillage, c'est un enfumage par lequel on veut faire admettre un subterfuge diplomatique pour tout simplement contenter le régime marocain et surtout répondre aux calculs géopolitiques et au marchandage qui se passe entre les grandes puissances sur le dos du peuple sahraoui. Donc finalement, Kamel Mensari, doit-on craindre ce vote ? Doit-on avoir des appréhensions? Est-ce que c'est légitime d'avoir des appréhensions? C'est-à-dire qu'on va se poser la question autrement. Est-ce qu'on va vers, si vous voulez, une sorte de statu quo? Est-ce que le mandat de la MINURSO ne sera pas prorogé? Et dans ces cas-là, toutes les conséquences qui en découlent? Oui, bien évidemment qu'il peut avoir des appréhensions sur plusieurs volets. Premièrement, donc, la question de la MINURSO n'est pas la problématique réellement. Donc on peut la prolonger jusqu'à 6 mois. Donc on est en train de parler de 6 mois jusqu'à avril prochain. Mais la question la plus cruciale, c'est, comme l'a dit M. Ayachi, c'est la question de l'autodétermination. Parce qu'à l'origine, l'autodétermination, elle concernait quoi? Il y avait 3 options. Oui. Soit l'indépendance, sinon l'intégration avec le Maroc, sinon l'autonomie. Mais ni les 2 options ont sauté. C'est-à-dire que les 2 verrous ont sauté, on reste sur un seul. Et c'est là où, par la force parce qu'il faut revenir à la réalité et dire que le plan est américain. C'est-à-dire que les Américains sont venus avec cette mouture, ils ont dit voilà ce que nous proposons. Nous proposons une autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine, parce que les Américains, pour faire avancer et faire accréditer leur reconnaissance de la marocanité du Maroc, du Sahara occidental, la marocanité du Sahara occidental, donc il fallait un instrument juridique, c'est-à-dire rendre la situation de facto et de jure. Donc nous sommes face à une nouveauté, c'est celle de accréditer la posture américaine de 2020, lorsque les Marocains ont accepté d'endosser les accords d'Abraham. Oui. Donc nous sommes dans cette réalité. Les Américains, il leur faut un habillage. Maintenant, l'habillage, c'est l'autonomie auquel se sont inscrits. Il y a une souscription de la France qui le défend, d'autres pays le défendent. Oui. Mais les membres actuels au sein du Conseil de sécurité sont en train de bien sûr, ils subissent tous des pressions. Les Américains ne reconnaissent pas l'ONU. Il faudrait le dire que les Américains foulent du pied le droit international dans de nombreux dossiers, pas simplement celui du Sahara occidental, pour ne pas dire qu'il y a une exclusive ou il y a une fixation sur le Sahara occidental. Il y a aussi cette façon aujourd'hui de dire que nous voulons ce plan d'autonomie, qu'il soit acceptable. Les Sahraouis, ce que disent, ils le rejettent, bien évidemment. Mais on est aujourd'hui en train de négocier entre les 15 membres, les 9 plus 5, c'est sur les 10 plus 5 sur la formulation. Aujourd'hui, ce que nous avons appris... les éléments de langage, oui, les éléments de langage, si vous voulez, de la cosmétique. C'est-à-dire comment faire avaler la pilule aux Sahraouis d'une manière diplomatique et souple. C'est tout le travail aujourd'hui de négociation, parce qu'il y a énormément d'amendements, il y a un tsunami d'amendements qui est tombé sur les membres du Conseil de sécurité. Ils disent, écoutez, vous êtes en train de faire quelque chose sans précédent, vous êtes en train de dire que pour faire accepter la loi, il faut violer la loi. Oui. Donc nous sommes dans quelque chose d'inédit, du jamais vu, où on veut à tout prix faire accepter un pays ou une population quelque chose qui a été accepté aux autres, refusé aux autres. Imaginez, il y a 17 territoires non autonomes, parce qu'il faudrait revenir à la réalité du dossier
du dossier sahraoui. Oui, C'est un territoire qui est non autonome. Il y a 17 territoires qui sont inscrits. Les autres territoires, comme la Nouvelle-Calédonie, ou bien les îles Malouines, imaginez ces deux territoires qui sont contestés jusqu'à aujourd'hui. La France, par exemple, qui est en train de défendre le plan d'autonomie, le refuse à la Nouvelle-Calédonie. Le droit Et elle l'a refusé aussi aux îles Comores, à l'exception d'une seule île qui a accepté d'être rattachée à la France. La même chose pour les îles Malouines, la Grande-Bretagne qui accepte l'autonomie, mais le refuse au peuple de Malouines. Nous sommes vers quelque chose presque kafkaïen et une aberration juridique énorme. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, on voit que par tous les moyens, on voudrait accréditer la thèse et le scénario de l'autonomie. Et le pire, ce qui est proposé, c'est dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et s'il y a un référendum, il se fait au sein de l'État marocain. C'est ça qui est inédit et qui pose problème de morale et d'éthique à la communauté internationale, notamment les 5 pays membres qui sont censés protéger les fondements. Les droits fondamentaux. La charte de l'ONU signée en 1945 à San Francisco, ces pères fondateurs, ces pays fondateurs, les mêmes qui ont mis en place, sont en train de la bafouer et de ne pas la reconnaître. Parce qu'il y a des ambitions politiciennes et populistes derrière tout ça. Aussi. Non, il y a des ambitions populistes. C'est faire croire que l'administration américaine est en train de chercher de la gloriole, chercher comment démontrer que c'est une administration qui est là pour faire la paix. C'est pour cela que Steve Witkoff a parlé de rapprochement et de réconciliation algéro-marocaine. Mais le fond du problème reste le respect du droit international. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, à la veille du vote, on a des appréhensions. Est-ce que l'ONU va consacrer la dérive? Ceci dit, il y a quand même un détail qui est très important, à savoir que l'Algérie n'est pas partie prenante. L'Algérie ne fait que défendre le droit international et l'application du droit international en tant que pays qui a toujours défendu, bien sûr, les pays qui étaient colonisés, et cela depuis donc le mouvement d'indépendance et de décolonisation en Afrique. Donc le Sahara n'est que, si vous voulez, le prolongement de ces mouvements de décolonisation post-indépendance. Juste, Saïd Ayachi, c'est vrai que là, on est aujourd'hui face à une épreuve, celle du droit international, mais face, si vous voulez, au dictat de la force. Parce que finalement, c'est ça. C'est le dictat de la force, c'est le dictat des coalitions, c'est le dictat des conspirations, quelque part. Clair. Alors, le droit international arrivera-t-il aujourd'hui à passer ce cap? C'est clair, c'est clair. Nous sommes dans un contexte international, j'allais dire, qui ne répond plus aux normes fixées et qui ont toujours, d'une certaine façon, encadré les relations internationales. On l'a vécu d'abord par ce qui s'est passé à Gaza, un génocide dénoncé par toute la communauté internationale, mais permis par la première puissance du monde. Par un simple veto. Rappelez-vous le veto que les États-Unis d'Amérique ont opposé à la demande de cessez-le-feu approuvée par 14 membres sur 15. Rappelez-vous aussi comment le secrétaire général de l'ONU a été insulté par le chef de la bande criminelle de Tel Aviv. Et beaucoup d'autres choses. Donc, une dérive vérifiée, documentée, actée sur le terrain. Et puis aujourd'hui, si l'on parle de ce qui vient d'être proposé comme solution au conflit du Sahara occidental, c'est-à-dire l'autonomie, mais alors, que fait-on de toutes les résolutions de la 4e commission qui a appelé au référendum d'autodétermination depuis combien d'années? Que fait-on des résolutions du Conseil de sécurité lui-même, qui a fait des résolutions où il a appelé à l'autodétermination? Que fait-on de la MINURSO, qui a été créée par ce même Conseil de sécurité en 1991 pour organiser le référendum d'autodétermination? Que fait-on des engagements des Nations Unies qui sont engagés auprès des Sahraouis pour organiser le référendum en échange du cessez-le-feu que les Sahraouis ont bien voulu signer à la demande du Maroc? Et donc, c'est quasiment un reniement d'abord des engagements onusiens d'une part, mais surtout un contournement des Nations Unies.
L'ONU est discréditée, l'ONU est bypassée par des membres du Conseil de sécurité qui imposent une solution qui n'est plus conforme à la doctrine des Nations Unies en matière de décolonisation. L'ONU a une doctrine pour la décolonisation, puisque la décolonisation est d'un des objectifs majeurs, j'allais dire, des décennies passées et des Nations Unies. Donc, ce plan, cette proposition d'autonomie ne répond en aucune façon à cette doctrine des Nations Unies, puisque le point central de cette doctrine, c'est la consultation du peuple colonisé. Il faut consulter le peuple colonisé qui doit se prononcer librement sur son destin. D'où le référendum d'autodétermination. Et si l'on ne consulte pas le peuple sahraoui, si on lui, d'une certaine façon, on lui octroie, on lui impose une solution, il n'y a plus de consultation, donc il n'y a plus de doctrine des Nations Unies pour ce qui est de la décolonisation. Il n'y a plus d'application du droit international, précisément, parce que cela n'est pas acceptable. Cela n'est pas du tout acceptable. Et je crois savoir qu'au sein du Conseil de sécurité, à propos de cette résolution, il y a eu des divergences profondes entre les membres, y compris entre les membres permanents, parce qu'on veut bien peut-être se montrer conciliant sur peut-être la formulation de la résolution, mais on ne peut pas aller contre le droit international d'une façon caractérisée, d'une façon frontale, et lui porter atteinte, alors que précisément, mon ami Kamel l'a rappelé, la mission des membres permanents, c'est de défendre, de protéger, d'appliquer le droit international. Et donc, de ce point de vue-là, nous sommes, j'allais dire, à la croisée des chemins. L'ONU peut-elle jouer encore son rôle si on lui impose de telles forfaitures qui sont en dehors, à l'encontre, pas en dehors, à l'encontre de ses missions elle-même, puisqu'elle doit protéger la paix, la sécurité et la stabilité dans le monde. Et ce n'est pas avec une résolution de la sorte qui ne rend pas justice au peuple sahraoui, qui ne le consulte pas sur son destin et qui est imposé, qu'on a voulu du moins imposer jusqu'à maintenant. Oui. Et encore une fois, je crois que je l'avais dit tout à l'heure et ici Kamel l'a répété aussi, il faut rester vigilant parce que lorsqu'on nous parle encore d'autodétermination dans un des paragraphes, attendons la version officielle, mais ce qui paraît être la dernière version parle d'autodétermination. Dans quel cadre? Dans quel cadre? Il ne peut être dans un cadre référendaire, une consultation référendaire pour le peuple sahraoui et en toute liberté sous les auspices des Nations Unies et non pas dans un cadre, j'allais dire, organisé à l'intérieur de l'autonomie. Donc, vous voyez très bien que, effectivement, il y a une atteinte grave, en tout cas des tentatives d'atteinte grave au droit international, qui nous appellent à la vigilance, qui nous appellent à la mobilisation pour défendre le droit international. Et on a su que beaucoup de pays ont interpellé les promoteurs de cette initiative, de cette autonomie, pour leur dire l'autonomie, d'accord, comme base de discussion. D'ailleurs, les Sahraouis l'ont accepté depuis longtemps, à condition qu'elle soit mise dans le référendum, mais dans un cadre réglé, dans un cadre réglementaire, dans un cadre référendaire, pour que le peuple sahraoui puisse se prononcer en toute liberté et ainsi satisfaire au droit international. Oui, alors, Kamel Mensari, c'est vrai que si on va un petit peu revoir comment ça a été reformulé et tout, en fait, pourquoi aller proposer, je veux dire, ce plan dit d'autonomie, lorsque il y a déjà une proposition qui existe sur le terrain et que si elle tarde à voir le jour, c'est parce qu'il y a une tergiversation. De l'autre côté, il y a une proposition onusienne
qui est celle de passer par un référendum. Si les Sahraouis souhaitent, bien sûr, avoir leur liberté, s'ils souhaitent, bien sûr, s'intégrer, si vous voulez, au territoire marocain, c'est-à-dire que tout passe par ce bulletin de vote. Pourquoi laisser une solution qui existe déjà et aller vers une autre base qui est appelée l'autonomie pour aller ensuite vers des négociations qui, après, pourraient mener vers le référendum? Et pourquoi on ne ferait pas le chemin inverse? C'est une question tout à fait légitime, mais si on revient au règlement, le cessez-le-feu qui a eu lieu en 1991, il a donné lieu à quoi? À la résolution 609 de 1994, qui disait quoi? Qui elle-même balisait le terrain vers un référendum. Ça, c'était en 1994. Oui. Suite à cela, il y a eu les négociations de Houston entre le Polisario et le Marocain, justement pour aboutir au comptage du corps électoral et qui sera validé par la MINURSO. Oui. Ce qu'a fait le Maroc, là, on a toujours été tergiversé. C'est le Maroc qui a toujours le voyé, manœuvré et tout en disant d'un côté, oui, je suis pour le référendum, mais en même temps, il interdisait parce qu'il a voulu changer la démographie au Sahara occidental. C'est toujours à chaque fois qu'on lui ramenait des chiffres, il disait non, je suis contre, c'est pas ça. Parfois, il disait, il acceptait que ce soit 98 000, parfois c'est 100 000 électeurs. Donc, il gagnait du temps d'abord pour conforter son occupation du territoire par des moyens et avoir et glaner, brasser des soutiens. C'est le seul pays au monde qui est allé chercher des soutiens, des puissances, pour justement imposer le fait accompli. Donc l'histoire du référendum a toujours été posée jusqu'aux négociations de Manhasset. À chaque fois, les Marocains faisaient de la fuite en avant et refusaient. Parce qu'un pays comme la France est venu leur souffler l'idée, le principe de l'autonomie. Okay, donc, à partir de 2001, les Marocains ont dit stop, nous n'allons plus discuter sur ni le référendum, ni une autre solution. Nous avons mieux. Oui, ils ont commencé, mais les Français étaient les premiers. Jacques Chirac, en 2002, déjà parlait des provinces du sud du Maroc. Donc, il ne parlait même pas du Sahara occidental. Dans la rhétorique française et dans les éléments de langage qu'on utilisait à l'époque, à partir des années 2000, parce que les deals ont commencé. Donc, jusqu'à arriver à cette histoire de 2007. Donc, la question, ils ont fini par évacuer la question du référendum. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand vous posez la question pourquoi le chemin inverse, parce que le chemin lui-même a été sectionné, il n'y a plus de chemin. Il n'y a qu'un seul chemin vers lequel on veut convier les Sahraouis, c'est d'aller vers l'autonomie au sein de la souveraineté marocaine. Et c'est là où on est surpris, on est stupéfait par la logique aberrante et la logique, disons-le, qui est insensée. C'est la première fois qu'on voit une logique insensée. Oui. Donc, vous voyez, donc la logique... Ça ne devrait pas l'être, mais c'est aussi dans ce sens. C'est quelque chose d'insensé, dans la mesure où, si les règlements et la charte de l'ONU vous disent que le référendum signifie qu'un peuple doit s'exprimer, comme tous les peuples ont le fait. Vous avez parlé des mouvements d'indépendance. Tous ceux qui ont eu leur indépendance l'ont eu par référendum. Oui ou non, vous acceptez l'indépendance ou vous voulez rester. C'est la première fois on invente quelque chose. Vous voulez être votre autonomie, on vous donne un référendum, mais vous avez le droit de vous prononcer que sur votre devenir dans l'autonomie marocaine. Mais ce n'est même pas l'exemple du Kurdistan en Irak, c'est les Kurdes d'Irak qui dirigent leur propre pays, qui ont leur drapeau. Avec Erbil. Oui, absolument. Donc ce n'est même pas cette configuration. Ce n'est même pas ce modèle, c'est ça. Ce n'est même pas ce modèle-là. Nous sommes vers quelque chose qui va diluer le peuple sahraoui, le rendre... Et ce n'est juste qu'une façon de consacrer l'occupation. Parce que même les Marocains, demain, ils acceptent, ou bien cette résolution va consacrer l'autonomie, les Marocains n'iront jamais vers le référendum. Parce que si vous avez déjà refusé le référendum pour l'indépendance, ils vont essayer... Vous n'allez pas le faire après. Absolument. Donc, ils vont essayer de créer des soutiens à l'intérieur ou ramener des Marocains qui vont dire non, on ne veut plus de... C'est bon, le référendum, on ne le veut pas, nous sommes bien tels que nous sommes, donc il va y avoir des tensions. Mais derrière ce projet-là, ce plan américain,
il y a un danger pour la région. C'est ça le véritable enjeu. C'est que la région est conviée à une instabilité chronique. Parce que, d'abord, je ne vais pas dire que les Sahraouis vont accepter ou pas, je ne peux pas parler à leur place, mais toujours est-il que d'après leur déclaration, ils ont dit nous n'allons pas reconnaître, nous allons tourner le dos à ce projet-là, s'ils venaient à être validés. Et en même temps, les ambitions de rendre la région stable, comme le disait ou le prétend l'administration à travers les déclarations de Mossad Boulos et Steve Witkoff, on ne veut pas conduire la région vers une stabilité, mais au contraire, on la prépare. C'est presque une bombe à retardement, le plan qui est proposé. C'est pour cela que je dis, la question du référendum est aujourd'hui aux oubliettes, dans le sens qui a été posé par les accords de 91 et par la résolution 906 de 1994. Donc elle est toujours valable comme l'avait signalé parce qu'il y a toute une batterie de résolutions. Et toutes ces propositions, ces résolutions-là ont été évacuées par la France. Pourquoi par le Maroc. Pourquoi? Parce qu'elle a, au fil du temps, réussi à acquérir. Et la pire posture que le Maroc a faite, c'est le fait d'endosser les accords d'Abraham, de reconnaître Israël. C'était un petit peu ça, parce que lorsqu'on revient au livre, et je termine avec ça, lorsqu'on revient au livre de Mike Pompeo, l'ancien secrétaire d'État, il parlait dans ses mémoires, il a dit, nous sommes allés voir Trump, on lui a dit, ça c'est en 2020, on lui a dit, il y a un pays arabe et musulman qui veut reconnaître Israël, à condition qu'on reconnaît la marocanité du Sahara occidental. Il leur a dit, en ces termes, il s'est reporté, il y a un paragraphe qui est clair dans le livre dans les mémoires de Witkoff, de Mike Pompeo, il leur a dit, ah bon, c'est un bon deal. Parce que lui, il réfléchit par deal. Il leur a dit, c'est une bonne chose, faites-le. Et bien évidemment, ils sont allés vers ce qui s'est produit en 2020. Maintenant, en revenant, les Marocains, avec leurs alliés, ils ont relancé pour aboutir à ce que nous voyons aujourd'hui. Très bien, Kamel Mansari. Alors, je vous propose, mesdames et messieurs, juste un petit break et on revient bien sûr au débat qui n'est pas encore terminé. Voilà, le débat reprend et bien sûr nous poursuivons le dialogue et bien sûr nous poursuivons également les discussions. Je me tourne vers vous, Saïd Ayachi. Aujourd'hui, finalement, nous restons quand même dans l'attente d'une réponse, disons-le. Demain, ça sera un petit peu le jour fatidique parce que demain, on saura qu'est-ce qu'il a été fait. Mais cela dit, il ne faut pas non plus rappeler cette précision de taille qui est le fait qu'aujourd'hui, ce Conseil de sécurité est présidé par la Russie pour un mois. Donc, et la Russie qui peut-être va jouer un rôle clé dans ces discussions et dans ce projet de résolution. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce rôle est très important à partir du moment où peut-être ça pourrait avoir ce rôle de neutralité ou être la garante de la neutralité pour qu'on ne se retrouve pas quand même avec un Conseil de sécurité des membres qui s'alignent donc derrière un plan qui est tout sauf conforme au droit international? Je ne crois pas qu'on puisse parler de neutralité. D'abord, à l'intérieur du Conseil de sécurité, il y a une responsabilité. On dirige les affaires du monde. Il faut se prononcer. Ça, d'une part. Encore moins lorsqu'on préside le Conseil de sécurité, comme le fait en ce moment la Fédération de Russie. Et encore moins quand ce même président du Conseil de sécurité est un membre permanent. Donc, il a, j'allais dire, des responsabilités à plusieurs titres. Ce que l'on sait, c'est que la Fédération de Russie, comme la Chine d'ailleurs, ont été interloqués en tant que membres permanents du Conseil de sécurité. Ça ne veut pas dire que les membres permanents ne sont pas concernés. Mais si l'on parle de ces deux membres, ils ont été interloqués par, par le fait que d'autres collègues membres permanents ont osé déposer une telle résolution qui va à l'encontre du droit international. Parce qu'il faut qu'on se rende compte d'une chose. Allez-y. Si cette résolution, si elle était passée dans ses premières moutures où l'on ne parlait que d'autonomie, ça veut dire tout simplement qu'on écartait le processus onusien
et que l'ONU elle-même se trouvait en dehors du jeu. C'est-à-dire, à l'intérieur de l'ONU, des gens travaillaient pour évincer l'ONU de la recherche de la solution. Or, il y a un mandat pour l'ONU, qui est le plan de règlement, qui a été d'ailleurs validé par le Conseil de sécurité en 1991, et qui, lui, est la ligne directrice de la recherche de la solution pour le conflit du Sahara occidental. Et s'il fallait laisser les choses aller à volo, à ce moment-là, le président du Conseil de la séance du Conseil de sécurité a une lourde responsabilité historique de laisser faire les choses. Je crois que la Fédération de Russie s'est montrée assez responsable, pleinement responsable même, lorsqu'elle a refusé, elle et d'autres membres bien sûr, y compris, nous dit-on, la Chine, de ne pas avaliser la première mouture qui était totalement contre le droit international. Et qu'il fallait trouver à ce moment-là une version, une mouture, pas la deuxième, pas la troisième, pas la quatrième. Il y a eu de profondes divergences. On a même parlé à un moment donné de fractures à l'intérieur du Conseil de sécurité. Et donc, comme quand même la tradition veut qu'on essaye de valider une résolution ou un autre, même si, comme on l'a fait, c'est exceptionnel, on a repoussé le vote à demain, parce que tout simplement, il a été quelque part possible de trouver une ligne médiane, une entente sur un texte qui devait répondre peut-être aux préoccupations des uns et des autres, et surtout d'évoquer le principe de l'autodétermination. Donc la Russie, je crois, a joué un rôle positif en tant que président de séance et en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Il n'est pas de tradition de parler de veto sur une résolution de ce genre, parce que cela ne fera qu'envenimer les choses, cela ne fera que bloquer les situations, ce qui n'est dans l'intérêt de personne, mais aller peut-être vers un déblocage de la situation dans une forme acceptable pour tous. Pour les parties, toutes les parties concernées. Je crois que c'est le cas. Et puis, ne pas oublier que la discussion va continuer. Donc, en avril, lorsque le dossier reviendra devant ce même Conseil de sécurité, où il y aura encore une appréciation des évolutions dans le dossier. D'ici là, de l'eau coulera sous les ponts et on verra à ce moment-là à quel point de situation nous serons. C'est quand même terrible, Kamel Mensari, hein, quand on a une résolution, quand on a un droit, quand on a même, si vous voulez, des résolutions 15-14 qui sont très claires sur le problème de la décolonisation et qu'on se retrouve à négocier d'autres propositions qui ne sont absolument pas conforme au droit international, ni celui du droit de la charte de l'ONU, et de manière à ce qu'on cherche absolument à convaincre les parties prenantes que c'est la meilleure solution. Ceci pour dire que tout à l'heure vous aviez parlé du fait que le Front Polisario a complètement tourné le dos à cette proposition qui paraît quand même assez, comme vous le dites, illogique et insensée. Il y a aussi Saïd Ayachi qui vient de dire que peut-être qu'ils auraient trouvé une formule plus ou moins acceptable pour les deux parties. Alors la première question, Kamel, c'est si tel est le cas et que le Sahara occidental, et on l'a vu avec les déclarations des dirigeants sahraouis qui disaient qu'on ne peut pas accepter une telle résolution alors qu'il y a déjà la voie référendaire, c'est celle qu'on demande, et qu'il y a aussi Mohamed Baïsat qui a dit oui, il n'y a pas de problème, on peut accepter le projet d'autonomie si les Sahraouis l'acceptent. Et si les Sahraouis l'acceptent, il faut qu'ils le démontrent par un référendum. Le problème ne se pose pas. Vous voyez, il y a tellement de raccourcis. Dans ces cas-là, si tel est le cas, et si elle est refusée, quelles en seront les conséquences? Parce que maintenant, il va y avoir un vote, certainement, quel qu'il soit. Quelles seront les conséquences? Voilà, quelles seront les conséquences? Du vote du Conseil de sécurité. Bien sûr, oui, une fois que le vote est fait et qu'il est déterminé, on ne sait pas encore de quelle manière il sera, sur quel texte il se basera, mais en tous les cas, on doit savoir aujourd'hui comment doit réagir le Front Polisario. C'est clair. Donc laissez-moi d'abord rebondir ce qu'a dit mon ami Saïd. Après, je vais revenir à vos deux questions. D'abord, au sein du Conseil de sécurité, on a les pays qui ont déjà été les premiers à mettre
les 5 membres du Conseil de sécurité, y compris la Russie, devant le responsabilité, c'est bien la Slovénie, le Danemark et la Grèce. Ce sont les premiers qui ont. Parce que la Russie et la Chine, ils ont des problèmes. Il y a des questions géostratégiques et politiques qui s'imposent à eux. La Chine est coincée par la question du Taïwan, donc elle ne peut pas aller au-delà de ses revendications territoriales. Donc c'est elle qui revendique le droit d'avoir récupéré un pays. Et la Russie est coincée dans l'histoire du Donbass. Donc imaginez. Donc, avec l'Ukraine. Oui, parce que donc c'est pour ça ces deux pays-là marchent, si vous voulez, sur des œufs. Donc ils sont très très vigilants et prudents. Confrontés à peu près au même problème. Les pays qui ont poussé, ce sont les membres non permanents. Ce sont les premiers à le faire. Et ça, c'est les représentants du Polisario qui sont à l'ONU qui le disent. Ils sont en train de publier des communiqués. Ils disent, au jour et le jour, rapporter ce qui se passe. La formulation russe qui a été proposée par la Russie pour un petit peu concilier les deux, alors que c'est les rôles des Américains. Le porte-plume du Conseil de sécurité a été les États-Unis depuis 2003. Le rôle du porte-plume, justement, c'est de rassembler les avis convergents ou divergents au sein d'une mouture et la rendre acceptable pour tout le monde. C'est ça le rôle des États-Unis. C'est pour la première fois que les États-Unis dérogent à cette règle-là et se transforment en partie prenante. C'est-à-dire c'est eux qui dictent, au lieu d'être les porte-plumes, deviennent ceux qui dictent un texte. Et c'est ça la réalité à laquelle... Donc, les autres pays lui ont dit stop, il y a un problème d'éthique qui se pose et de mécanisme au sein du Conseil de sécurité, parce que l'équipe qui est en train de travailler au sein de l'administration, ce ne sont pas des diplomates, ce sont des gens qui viennent d'horizons divers, qui n'ont pas fait de la diplomatie. Steve Bannon n'a jamais été un diplomate, c'est un conseiller, mais il est sorti des... En fait. Donc imaginez ce qui se passe à l'intérieur. Donc déjà, sur le plan, la Russie a proposé une formulation nouvelle dans laquelle elle dit « Nous invitons les deux parties à négocier sans condition préalable le droit d'autodétermination dans le cadre du plan d'autonomie. » Sur la base de l'autonomie. La base d'autonomie. Il y a ce qu'on appelle, c'est pour dire on ne veut pas vous l'imposer, on vous le met sur la table, discutez entre vous deux sur la formulation, moi plutôt sur le mécanisme, qui sera négociable. Parce que même les Américains, ce qu'ils veulent, ils leur ont dit, ils n'ont même pas de plan. Savez-vous qu'il n'y a même pas de plan comment exécuter le plan d'autonomie. Comment cela va se faire exactement. Il y a 3 feuillets comme ça qui sont dans l'air, mais rien, techniquement, il n'y a rien. Même les Marocains n'ont pas de plan. C'est vide, voilà. Les Marocains n'ont pas de plan. Ils veulent juste une reconnaissance politique. Arracher l'acceptation. Politique. Donc, vous voyez, donc, même les Américains qui sont en train de dire, ils leur disent, ça, vous négociez entre vous dans la manière dont vont se faire les choses. Mais ce n'est pas normal. Donc les résolutions sont faites pour apporter une solution et non pas pour compliquer la situation. Ce qui est proposé aux Sahraouis, de rendre ce problème complexe et irréalisable. Du moment que vous voulez qu'on négocie dans un cadre, c'est comme si on invite les Algériens à aller négocier quelque chose en France pour quelque chose qui les concerne. C'est pas normal. Donc voilà un petit peu qui concerne le Sahraoui. Ça va rester entre Sahraouis et c'est à eux de décider. Bien sûr, les Polisario a dit nous sommes prêts à discuter de ce plan d'autonomie. Donnez-le au référendum. Donnez-le au référendum. Par la base d'un référendum. Et là, non, mais les puissances refusent. Parce qu'ils savent le piège dans lequel... Pas le piège, ils vont se rendre compte de la réalité du terrain. Que les Sahraouis, dans leur majorité, dans leur centre, refusent d'être sous la coupe de consacrer le colonialisme qu'ils ont combattu depuis 1965, pas 1975, c'est-à-dire que Polisario existe depuis longtemps, parce qu'il a combattu l'occupation espagnole avant de combattre l'occupation marocaine. Donc nous sommes aussi... Maintenant, ce qui va se produire, pour revenir à votre question, les Sahraouis, certainement, c'est bon, ils ont donné leur position. Le risque qui se pose, c'est que, est-ce que demain, les puissances qui ont décidé de valider le plan d'autonomie, est-ce que demain, ils sont garants de la stabilité? Non, c'est impossible, ils ne peuvent pas être garants. Et en plus de ça, le fait de faire croire que l'Algérie est impliquée dans ce dossier. Absolument, vous avez commencé votre question par l'Algérie n'est pas intéressée. Bien sûr, on n'a pas d'intérêt au Sahara occidental. Il n'y a pas de population algérienne au Sahara occidental. Il n'y a pas de propriété algérienne au Sahara occidental. Nous n'avons rien du tout.
Nous avons, jusqu'à aujourd'hui, pris la position de soutenir un peuple qui est opprimé, qui est occupé. Nous l'avons fait même avec les pays qui sont nos amis. Rappelez-vous le Timor-Leste. L'Indonésie et l'Algérie ont des rapports excellents depuis 1955, depuis Bandung. Mais quand il est arrivé à la question d'autonomisation des peuples, nous avons dit nous devons soutenir le Timor-Leste parce que c'est un territoire occupé. Oui. C'est un petit peu ça. Mais en même temps, nous reconnaissons le droit de la Chine sur le Taïwan parce que c'est un territoire qui lui a été amputé. Donc nous sommes dans la logique du droit. Nous ne sommes pas dans la logique des calculs ou bien je reconnais Israël, vous me donnez ce que je du veux. Marchandage. Et le pire pour le Maroc, c'est d'avoir, comme je l'ai dit et insigné, c'est d'avoir utilisé des puissances non seulement contre le Polisario, mais y compris contre l'Algérie. Regardez les relations. Steve Witkoff et Jared Kushner ne connaissent pas apparemment le cycle, les épisodes d'agression perpétrés par le Maroc contre l'Algérie pour venir aujourd'hui parler d'une éventuelle réconciliation, le même langage tenu par Boulos. Oui. Donc, c'est pas possible. Donc, nous sommes dans une logique de risque. Kouchner, Jared, le gendre du président, en fait, il n'a vraiment pas, il ne jouit pas d'un poste politique au sein de ce sont des envoyés spéciaux. Voilà, du bureau, voilà, c'est du bureau ovale. Des donc, conseillers. Ce sont juste les envoyés de leur beau-père. Juste un petit détail, quand même, un détail aussi très important, Saïd Ayachi, finalement, on est là face à un fait accompli, celui d'un travail, d'un État, je dirais, entre guillemets, permettez-moi, client, puisque de toute façon, le Maroc a toujours été là comme un État vassal par rapport à la France, par rapport dans ses relations avec les États-Unis, ou par rapport encore avec ses relations avec l'entité sioniste, dont il épouse aujourd'hui non seulement les idées, et non seulement les normalisations, mais complètement la forme elle-même. C'est-à-dire que nous sommes face à deux entités, quelque part, qui ont exactement le même modus operandi, que ce soit pour l'antisécionniste du côté palestinien ou pour le Maroc, du côté donc de cette région du Maghreb et dans le rôle qui est joué. Donc finalement, cette histoire du Sahara occidental, avec ce qu'on voit comme controverse aujourd'hui autour de ce dossier qui est pourtant très clair à la base et dans ses bases, aujourd'hui, ce n'est pas juste un retour de cette normalisation et de ces accords d'Abraham. On est en train de remercier le Maroc pour le rôle qu'il a joué, au fait, dans la région. Je crois que lorsqu'on observe les événements et leur succession, leur enchaînement dans le temps, on se rend compte qu'il y a une véritable machine de guerre qui se met en place et qui répond à des logiques de puissance des grands États de ce monde. On veut impliquer l'Algérie. Pourquoi? On veut impliquer l'Algérie parce qu'on veut échapper au droit international. Si on reste dans le cadre du droit international, tel que le dossier existe et existera toujours, oui, quelles que soient les résolutions qu'on fait. On ne va pas aujourd'hui, demain, effacer le fait que le territoire du Sahara occidental a été déjà inscrit sur les tablettes de l'ONU comme territoire non autonome en 1963. Voilà. C'est inscrit dans les tablettes de l'ONU. On ne peut pas l'effacer. Donc un territoire non autonome, c'est-à-dire un territoire colonisé. À décoloniser, tout simplement. Bien. Et ça s'enchaîne. S'il est colonisé, il doit bénéficier d'un référendum. Oui. S'il doit bénéficier d'un référendum, il faut l'organiser. Le processus de l'ONU, on en a parlé. Oui. Mais ça, c'est contraignant. On ne peut pas y échapper. La résolution 1514 existe. Le territoire est catégorisé comme autonome. Alors, il faut échapper au droit international qui condamne à aller vers le référendum. Quel que soit X, oui, quelle que soit la puissance de ceux qui le veulent. Alors, comment sortir? Il faut sortir le dossier de son cadre juridique, puisque ce cadre est défavorable. Et en faire un problème de voisinage entre l'Algérie et le Maroc. Vulgaire ce n'est rien du tout. Ce problème a été inventé, l'hégémonie, l'Algérie cherche à asseoir sa puissance sur la région, etc. C'est le discours que nous avons entendu. L'Algérie n'est pas en guerre avec aucun État. Hein. Oui. L'Algérie n'est pas en guerre. C'est ce qu'on essaye de réconcilier deux parties. Mais nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes pas en hostilité. C'est le discours que nous avons entendu depuis 30 ans de la part du Maroc, l'Algérie ceci, l'Algérie cela.
Et donc, d'où l'intervention de Witkoff de dire allez discuter avec les Marocains, faites la paix. Et comme ça, petit à petit, l'enfumage, on oublie le droit international, on oublie que c'est un problème de décolonisation, et on en fait un problème entre l'Algérie et le Maroc qui devrait se régler par des médiations un transfert malicieux ou des bons offices. Ça, évidemment, on ne tombe pas dans le piège. Rappelez-vous déjà, le Maroc a essayé, avec l'histoire des tables rondes, où il fallait qu'on soit autour d'une table ronde pour ne pas apparaître comme un belligérant principal. La deuxième logique qui est bâtie dans celle-là en fait partie. C'est qu'il y a deux poisons qui sont injectés par l'Occident comme des têtes de pont. Il y a Israël au Moyen-Orient et le Maroc a été bâti pour être le pendant d'Israël en Afrique du Nord, mais pas seulement pour l'Afrique du Nord, y compris pour l'Afrique subsaharienne, et qui doit servir les intérêts des Occidentaux. Oui. Et donc, il faut absolument que le Maroc perdure et se renforce. Pourquoi pas en lui donnant un territoire qu'il souhaite et qu'il réclame, mais encore plus pour lui donner un statut, j'allais dire, privilégié. Ceci n'est pas nouveau. Les deux seuls pays au monde, oui, Kamel, tout à l'heure. Les deux seuls pays au monde qui ont des rapports privilégiés avec l'Union européenne sous le titre de statut avancé, c'est Israël et le Maroc. C'est presque des pays européens qui ne faisant pas partie de l'Europe. Ils ont tous les attributs des pays européens sans faire partie de l'Europe. Et ce n'est pas rien du tout. C'est déjà la machine en place. Très important. Et donc, pour aller vers cette stratégie qui est quasiment planétaire, on peut sacrifier le peuple sahraoui pour oui, il est complètement invisibilisé. On peut, d'une certaine façon, contraindre, le croit-il, contraindre l'Algérie à d'une certaine façon, ne plus soutenir le Front Polisario, alors que, vous venez de le dire sur le plateau, nous avons soutenu 15 mouvements de libération, africains et extra-africains, et le Front Polisario est un mouvement de libération reconnu à travers le monde. Et donc, vous voyez très bien que, en fait, cette proposition d'autonomie n'est pas en l'air. Elle fait partie d'un puzzle qui est en train de se mettre en place et qui, à Dieu ne plaise, pourrait demain, évidemment, venir nous déranger, nous, en tant que pays de la région, mais déranger toute la région, la stabilité de la région. Parce qu'un point sur lequel vous avez évoqué, sur lequel brièvement, M. Ayachi, oui, c'est que les Sahraouis disent si jamais cette résolution nous déleste, nous enlève le processus de l'ONU, nous sortons du processus de l'ONU et à ce moment-là, nous ne faisons pas partie des résolutions du Conseil de sécurité. Merci beaucoup, Ayachi. Alors, juste brièvement, Kamel, parce que j'allais vous donner la parole pour conclure. Voilà. Allez-y, Kamel. Juste, il y a des éléments factuels qu'il faut juste préciser. Les Américains, oui, Witkoff n'a pas dit aux Algériens d'aller négocier avec les Marocains. Non, pas du tout. Oui, tout à fait. Les États-Unis ne dicteront rien, quoi que ce soit à l'Algérie. Il a juste évoqué le fait qu'il a dit dans l'émission 60 minutes avec Leslie Stahl, le fait que nous allons faire la paix nous travaillons pour la paix entre le Maroc et l'Algérie en faisant référence à l'occidental. C'est une précision très importante. La deuxième, quand j'ai tout à l'heure parlé des amendements de la Slovénie et le Danemark, les deux pays qui ont endossé les amendements algériens, parce que même l'Algérie a fait un travail titanesque au sein du Conseil de sécurité. Maintenant, à l'avenir du dossier, est-ce que allons-nous vers il y a des scénarios qui se présentent, bien évidemment. Nous allons envisager le pire, c'est celui que on valide le plan d'autonomie sous les formes, quelle que soit la cosmétique qui est mise. Tout à fait. C'est que la diplomatie algérienne peut passer. Parce que sur le terrain, le fait accompli, qu'est-ce que les Marocains occupent tout le Sahara occidental? Déjà, voilà, exactement. Qu'est-ce qui va changer? C'est pour ça que je disais tout à l'heure. Et alors, et ça change quoi? Ça ne change rien. Voilà. L'occupation existe. J'ai dit que la cosmétique va justement donner une sorte de légitimité, entre guillemets, faire ce qu'ils n'ont pas pu faire par la loi, ils vont le faire par la force. Mais le problème sahraoui restera, parce que c'est un problème qui menace toute la région. Et les Américains n'ont aucun intérêt, c'est-à-dire
Il y en a beaucoup qui font des plans sur la comète en faisant croire que le Maroc est l'allié stratégique. Non, l'Amérique n'a pas d'allié. L'actuel États-Unis n'a pas d'allié. On voit bien comment Trump se comporte avec les Européens, avec tout le monde. Et il faut croire que la logique qui prévaut aujourd'hui pour les Américains, l'administration, c'est de faire la paix par la force, comme vous l'avez dit. Donc, la situation va rester. Donc, il ne va rien changer. Et c'est ça qui est dangereux pour la Parce qu'il y a le discours politique, finalement, et puis la réalité sur le terrain qui est vraiment différente. Est-ce qu'il y a eu une paix au Liban ou au Gaza? Non. Vous voyez, les Israéliens bombardent toujours les populations à Gaza. Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, même quand il y aura un plan d'autonomie, si tel est le cas, ici même, on va vers ça, de quelle manière et de quelle façon? C'est-à-dire, quel sera le sort des Sahraouis? Et on le sait, ça. Donc, merci beaucoup, monsieur, pour ces éclairages. Saïd Ayachi, je rappelle que vous êtes président du comité algérien sahraoui de solidarité avec le peuple sahraoui. Algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. J'y tiens, le CNAS-PS. Voilà. Et bien sûr, Kamel Mansari, directeur de publication du Jeune Indépendant. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour cet éclairage. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera certainement pour d'autres émissions et bien sûr d'autres éclairages. Au revoir.